Mais bien sûr que vous aimez ce bruit de transition qui vous explose les oreilles. Je sais, vous vous y êtes fait. Vous avez un petit syndrome de Stockholm, sta- de Stockamine. Vous avez un petit syndrome. Alors, on va partir sur de nouvelles couleurs. J'aime bien. Oula. J'aurais pas dû changer. Mais, oula. Voilà. Bonjour, je vais avoir une sonde double J bientôt pour des calculs, dit calcul rénal. Double J qui a gagné l'Eurovision hier, figurez-vous. J'allais tout à fait en parler. J'avais une blague prévue sur la sonde double J tout à l'heure, sur le fait que le gars qui a gagné l'Eurovision, l'Autrichien, s'appelle Gigi. Voilà. La chirurgienne veut me la retirer sans anesthésie générale. Des conseils. Ah, il n'y a pas besoin d'anesthésie générale pour retirer une sonde double J. Ouais, moi, j'en ai eu 2 dans ma vie. Ce qui est beaucoup pour un homme de 33 ans. J'en ai eu 2 sondes double J. La dernière, c'était il y a 2 ans. Puisque du coup, oui, c'était il y a 2 ans. Euh... Tranquille, hein. Le médecin va utiliser un appareil assez bizarre, une espèce de télescope, là, comme ça, lequel il arrive à voir dedans. Il a un petit bras téléguidé. Il attrape le truc. Il tire d'un coup. Ça fait mal sur le moment. Tu vas peut-être pisser un peu du sang pendant une journée ou 2. Ça m'est arrivé la première fois, pas la deuxième. Très honnêtement, franchement, hein, ça va. Franchement, ça va. C'est pas si pire. C'est pas si pire. En fait, c'est tellement insupportable d'avoir une sonde double J que quand le gars il va te proposer de rentrer par ton urètre pour aller chercher la sonde, tu vas l'accueillir comme le Messie, tu vas lui dire monsieur rentrez dans mon urètre s'il vous plaît. Faites ce chemin avec moi, nous le ferons ensemble et dans 5 minutes on n'en parle plus. Dieu soit loué, merci s'il vous plaît. Parce que tu vas le vivre comme une libération. J'ai jamais mal vécu la double J. Moi, j'avais envie de me jeter par la fenêtre. Voilà, vraiment. Donc, tant mieux pour toi. Moi, c'était horrible. Horrible. Et tu l'as parce que t'as un calcul rénal. Calcul rénal. Calcul rénal dans le chat, t'as peut-être un calcul rénal dans le rein. Moi, ça me faisait une douleur dans le rein. La sonde double J. Horrible. Dès l'instant que je me levais, que je me baissais, j'avais tout le temps envie de pisser. C'était horrible, 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 horrible. 1,2 cm en ce moment. Donc du coup, tu fais quoi? Il va être sublimé, tu fais lithotricie, sublimation. Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Lithotricie. Ok. Donc lithotricie, on va lui exploser les calculs par ultrason. Moi, j'ai eu la lithotricie la première fois et j'ai eu sublimation la deuxième fois. Eh bien, bois du Oli, il paraît que ça lutte contre les... Pas du tout. Non, pas du tout. D'ailleurs, on est en discussion avec Oli, les tarifs sont pas fous. Pour la négo, c'est compliqué. Je suis monté à 1,8. Moi, j'ai eu 1,2. Alors moi, j'ai fait beaucoup de calculs. Du coup, j'ai eu
6 coliques néphrétiques déjà. 5, 6, je sais plus. C'est... Moi, je fais beaucoup de petits calculs. Oui, on va parler de beaucoup de choses. Figurez-vous que bon, pas que j'ai préparé de ouf ce stream, mais j'ai préparé quelques trucs. On va faire un peu de blabla nul à chier là pendant 1 heure. Et puis après, on parlera de choses un peu plus concrètes, notamment effectivement journée de l'homophobie, la pétition, SOS homophobie, bien sûr, tout ça. On va parler de beaucoup de choses. 2 coliques néphrétiques dans chaque rein à 2 mois d'intervalle il y a 3 ans, toujours un plaisir. La première colique néphrétique que j'ai faite... Non, c'était pas la première. C'est pas la première. Je sais plus laquelle de colique néphrétique. Il y a un moment, j'ai fait une colique néphrétique. Et du coup, on m'a fait une radio. Pour compter les calculs qui me restaient. Voir si j'avais tous les calculs étaient éliminés. Et parce que je venais de faire une colique néphrétique et tout. Et on était genre 6 mois, 7 mois plus tard. Et là, ils me font la radio et ils me disent vous avez 5 calculs à gauche, 2 calculs à droite. Eh ben nickel! Incroyable, nickel, c'est parfait tout ça! Je t'en vais de bon. J'ai vu le tweet sur les chasseurs, les stats font mal, mais je pensais pas que ça allait prendre une ampleur pareille. Je me suis réveillé ce matin. J'ai tweeté ça genre à 4h du matin parce que j'arrivais pas à dormir, à 5h. Et il y a bientôt 600 RT. Truc de zinz. C'est pas sur Twitch, c'est sur Blue Sky. Bon, si vous voulez, on parle de ça, tiens. En gros, il y a... Il y a un article dans Libération qui est sorti. Que je peux tout à fait vous montrer. Que je vais vous montrer même d'ailleurs. Hop. Je vais vous le montrer, ce sera plus simple. Un article dans Libération. Qui est celui-ci. Cet article dans Libération. Il faut qu'on arrête d'emmerder le monde des ruraux. Dans le Pas-de-Calais, des chasseurs défendent leur bout de gras. Avec notamment, bien sûr, Willy Schren, hein, bien sûr. Le patron des chasseurs, qui nous explique que blablabla, blablabla. Foutez la paix aux chasseurs. Voilà, parce que ça, voilà, c'est, il faut réguler le gibier, hein, bien sûr, et les nuisibles. Il y a les municipales bientôt. Et bref. Du coup, il y a eu un Libération tweeté. Attention au bruit. Et moi, j'ai répondu, en fait, assez simplement que... En fait, alors pour le coup, je suis allé voir parce que... Hein, je me suis basé sur plusieurs chiffres. En fait, il y a un article de Chasse Passion qui nous explique, et d'ailleurs, je vais vous le montrer aussi, en fait. Je vais vous le montrer tout simplement. Je suis allé voir les chiffres, du coup, de la chasse. C'est qui les chasseurs? Qui sont les chasseurs? Parce que du coup, visiblement, il faut qu'on arrête d'emmerder les ruraux comme si on parlait des chasseurs comme étant les ruraux. Et moi, je connais pas grand monde qui chasse. Moi, je sais que mon voisin chasse, il est jeune pour le coup, c'est l'un des rares. La plupart des jeunes ne chassent pas. Chasse Passion. Et du coup, je suis allé sur le site effectivement de Chasse Passion. Alors évidemment, eux, ils mettent les statistiques à leur avantage hein, quand ils parlent des chasseurs. Toujours est-il qu'on apprend quand même quelque chose d'intéressant, notamment ce qu'eux ils expliquent que 50% des chasseurs sont des ouvriers, des employés ou des professions intermédiaires, histoire de dire c'est un sport populaire. En fait non, quand on décortique, les artisans c'est 6%, les agriculteurs avec leurs ouvriers agricoles, et ça c'est absolument important de noter cette différence, parce que les agriculteurs seuls représentent 4% des chasseurs, selon un autre chiffre que j'ai trouvé, et 6% dans un autre chiffre, en tout cas quoi qu'il arrive, c'est à peu près moitié moins. Voilà.
C'est surtout que... et 12% d'ouvriers. En fait, c'est surtout qu'ils ont pris tous les petits pourcentages pour essayer de dire que c'est un sport populaire, alors qu'en réalité, surtout, moi, ce que j'ai fait, c'est que... Non, j'ai rappelé que c'était 32% de dirigeants de cadres supérieurs et de professions intellectuelles, et de 17% de professions intermédiaires, et les professions intermédiaires sont plutôt des emplois qualifiés. Ce sont notamment plutôt des emplois qualifiés dans lesquels on va retrouver d'ailleurs une partie des artisans, des commerçants selon l'INSEE. Comment est définie une profession intermédiaire selon l'INSEE? Par exemple, on va trouver la fonction publique ou assimilée, les profs, les instituteurs, la fonction territoriale, les agents de maîtrise. Donc en fait, on va trouver quand même un certain nombre d'emplois qualifiés qui sont potentiellement des emplois CSP+, en fait. Donc, moi, c'est surtout ça qui m'a intéressé comme chiffre. Et donc, c'est ces chiffres-là que j'ai rappelés, en rappelant aussi, du coup, que seuls 12% des chasseurs sont ouvriers, alors qu'on compte 20% d'ouvriers dans ce pays, et 4% sont agriculteurs. Alors 4 ou 6%, ça dépend, des chiffres qu'on trouve 8%, il y avait dans Frustration Magazine en 2017. Quoi qu'il arrive, c'est que c'est pas très important de savoir combien d'agriculteurs, ce qui est intéressant, c'est de savoir combien il y en avait avant. Et il se trouve que la proportion d'agriculteurs chasseurs a drastiquement réduit. Et j'avais d'ailleurs cité ce chiffre ailleurs. Pour le coup, c'était dans Frustration Magazine, il relayait une étude dans laquelle c'était écrit. Je ne sais plus où sont les chiffres, je les ai mis de côté. Mais globalement, en gros, le nombre de chasseurs... c'est en fait le nombre de chasseurs, que ce soit les agriculteurs, on pourrait reprendre l'article de Frustration, en fait, tout simplement. Hein. Je sais pas pourquoi je suis en train de me casser le cul. Les chiffres sont dans l'article de Frustration. Donc, les agriculteurs, c'était 12% des chasseurs étaient agriculteurs en 98. Aujourd'hui, c'est 4,4%. En 2015, c'était 4,4%. C'est même encore probablement moins aujourd'hui. Alors que dans le même temps, 16% des actifs de zones rurales sont des agriculteurs. Ce qu'on me dit, oui, mais par rapport à la proportion nationale, il n'y a que 2,6% d'agriculteurs en France. C'est bien que c'est un sport d'agriculteurs, donc c'est bien un sport... non, parce qu'en fait, il y a un biais de représentation, c'est que les agriculteurs, sur la moyenne nationale, effectivement, ils ne sont pas beaucoup, mais les agriculteurs, pour le coup, sont plutôt des ruraux, quand même. Et il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs à Paris. Donc forcément, quand il y a que un quart de la France qui habite en zone rurale, entre un quart et un tiers, on compte entre à peu près 13-14 millions, je crois, d'habitants en France qui sont dans une zone rurale. Dans ces zones rurales-là, les agriculteurs représentent 16% des actifs. Pour autant, ils représentent que, visiblement, 4,4% des chasseurs, en tout cas selon les chiffres de 2015. Qu'est-ce que c'est? Alors, des agriculteurs. Parce que dans le chiffre de chasse-passion, c'est agriculteurs et ouvriers agricoles, hein, donc ils mélangent les choses. Ce que ça veut dire, en gros, quand on fait 1 plus 1 et qu'on regarde à peu près tout, c'est qu'en fait, et c'est ce que je rappelais, et c'est aussi écrit dans l'article de Frustration Magazine, c'est que 70% des chasseurs de ce pays vivent dans une zone périurbaine. Alors effectivement, ils habitent pas tous en centre-ville. Quand on dit que le profil des chasseurs sont plutôt des urbains, ils habitent pas en centre-ville. Mais ils habitent pas dans les hameaux dans lesquels j'habite non plus. Ils vont habiter, par exemple, à Fougères. Ou alors ils vont habiter dans une commune tout à fait limitrophe de Fougères. Et ils vont devoir prendre la bagnole, faire 10-15 km pour pouvoir rejoindre la forêt pour aller chasser. Et en fait, le profil du chasseur moyen aujourd'hui, du coup, c'est plutôt un urbain, cadre supérieur, bourgeois, qui va acheter son fusil chez Decathlon, qui va se retrouver à chasser, effectivement, avec des retraités à moitié malvoyants, qui nous font chier, qui sont en travers de la route la moitié de l'année. Et alors, ce que je disais dans mon thread, ce que je vais vous lire, en fait, je disais aussi la chasse à l'ancienne, dont j'ai connu certains pratiquants dans mon village, moi où j'ai grandi, donc un peu les gens qui vont tout seuls avec leur bite et leur couteau, leur petit fusil et leur grenaille, tuer 2 lapins pour le midi. Ça c'est finito depuis un moment, enfin ça existe encore par endroits, on m'a dit oui, mais non, mais dans ma région, encore, on fait ça, oui d'accord, mais c'est devenu une pratique minoritaire de la chasse aujourd'hui. Désormais, le chasseur, c'est vraiment
C'est quoi? C'est les grosses battues ou c'est de la chasse à courre, la chasse dans la forêt de fougères. Et c'est des gens qui ont des flingues qui coûtent 3000 balles, une licence qui en coûte 500, qui ont les gros pick-up, qui ont les chiens, etc. Enfin, c'est genre... c'est un sport qui coûte très cher, quoi. Moi, j'en ai marre des chasseurs, ce que je disais aussi. J'en ai marre des chasseurs, parce que moi, j'habite... moi, des chasseurs, j'en croise régulièrement. Pendant la saison de la chasse, j'en ai tout le temps à côté de chez moi. Il y en a, ils viennent dans mon hameau, ils viennent devant chez moi, ils viennent là. Moi, je suis à côté des... Moi, à côté de chez moi, il y a un lotissement, des prés à chevaux, et des zones naturelles sous protection. Des trucs conservatoires et tout. Je suis quand même foutu de croiser des chasseurs ici, sans chasuble, les fusils chargés sur la voie publique, qui bloquent une route entière, parce qu'ils font la battue et que voilà. Pas loin de chez moi, j'ai un chenil de chiens de chasse. Donc les chiens, ils sortent que le dimanche matin. Voilà, ou éventuellement des fois le mercredi ou le jeudi quand il y a chasse à cour. Sinon, les chiens, ils sont enfermés dans 4 murs en agglo et ils gueulent toute la journée dès l'instant qu'il y a un bruit. Et dès l'instant que le vieux qui a la camionnette pour aller nourrir passe pour aller nourrir. Et ça fait du bruit, hein, un chenil, ça fait du bruit de ouf. Ça bloque la route tout le temps. T'as des vieux... Vraiment, si t'en as des fois 10, 15 au milieu de la route. Là, okay, bon. Et avec des takes, moi, que j'ai entendu du type... moi, c'est vraiment un vrai truc qu'on m'a dit l'année dernière, c'est... mais là, on a tué trop de renards. Donc, comme on a tué trop de renards, il n'y a plus assez de prédateurs de lapins, donc il y a trop de lapins, et il y a trop de lièvres, et ça défonce les prés. Donc, faut qu'on aille défoncer les lapins et les lièvres. L'année d'avant, qu'est-ce que t'entendais? C'est, on a tué trop de lapins et trop de lièvres, du coup, les renards n'ont plus de quoi bouffer. Du coup, les renards, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils viennent dans nos basses-cours essayer de choper nos poules. Ils sont à moitié en train de crever de faim, ils sont pleins de maladies, donc faut les tuer. En mode, du coup, faut tout le temps les tuer. Faut tout le temps tuer tout le monde, en fait, finalement. Et puis, évidemment, je rappelais aussi que les lâchers de faisans, c'était un délire, parce que moi, il m'arrive, voilà, ça va être là, c'est pas encore le cas maintenant, mais je sais qu'en septembre, je vais tomber encore sur 3 faisans au bord de la route qui vont sortir de nulle part, qui ne seront même pas volés parce qu'ils auront été lâchés. Et en me renseignant, d'ailleurs, hier soir, je me suis rendu compte que non seulement les lâchers de faisans, ça c'était très courant, mais en plus c'est subventionné par la Fédération des chasseurs, c'est-à-dire les chasseurs subventionnent le lâcher de gibier domestique pour qu'il soit chassé. C'est-à-dire qu'en fait, ils transforment la France en terrain de jeu, en abattoir, pour le plaisir de quelques-uns. Et puis surtout, quand on nous dit la France rurale, c'est la France des chasseurs. Alors déjà, ce n'est pas vrai, mais en plus, il y a quand même 13 ou 14 millions de personnes dans ce pays qui habitent dans une zone rurale. Il n'y a que 1 million de chasseurs. 2 tiers d'entre eux, donc un peu plus de 2 tiers d'entre eux, viennent du périurbain. Ils n'habitent pas dans... Voilà, ils viennent... Hein, dont 40% viennent d'agglomérations de communes d'au moins 20 000 habitants. Quand même. Et c'est ces gens-là qui nous emmerdent, en fait. C'est ces gens-là qui nous emmerdent. Et la moitié sont des retraités malvoyants, bien sûr. Et ça... Et c'est des gens qui ont des fusils, quoi. Et donc là-dessus, moi, bon, évidemment, je suis venu m'emmerder, on est venu me traiter de blablabla, encore un citadin qui parle, encore un néo-rural qui veut pas vivre, machin. Moi, je viens pas de la ville, moi. Moi, j'ai grandi en Haute-Marne. Il y a une vidéo d'anecdote sur la chaîne secondaire qui vous racontera comment je me suis fait tirer dessus par des chasseurs par temps de neige, alors que c'est interdit de chasser quand il neige. Donc, bon. Non. Moi, j'ai grandi en Haute-Marne. En Haute-Marne, il y avait l'ouverture de la chasse de Châteauvillain. T'avais des affiches dans tout le département pour cet événement où tu voyais tous les élus de France, surtout de droite, faire leur descente pour venir assister à cet événement magnifique où on allait tuer le cerf. Cerf qu'on a tellement tué d'ailleurs que les cerfs, maintenant, sachez-le, vivent plutôt en montagne et ont reculé dans beaucoup de régions. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cerfs en Bretagne, par exemple. Vous saurez, il n'y a plus de cerfs en Bretagne. On en avait parlé ici, mais le dernier cerf, je crois, de la forêt de Senlis a été tué. Le dernier cerf remarquable, pardon, le cerf qui a plus de 10 ans, de la forêt de Senlis a été tué l'année dernière. Bientôt, il n'y aura plus de cerfs dans ce pays. Là, on vient de voter au Parlement européen, et les macronistes ont voté avec la droite et l'extrême droite, le retour de la chasse du loup. On fait des programmes de réintégration pour réintégrer le loup. Ça y est, il y en a 60 en France. Ça y est, c'est trop, il faut tous les tuer. Non mais, au bout d'un moment... Ça commence d'un par endroit à se poser la question de la chasse au castor, alors que le castor c'est une espèce qu'on avait quasiment éradiquée. Mais oui, mais vous vous rendez compte, ils font du mal aux berges. Ben non, en fait, pas du tout, ils les restaurent.
Et j'ai lu qu'en France, par exemple, était encore autorisée la chasse à la marmotte. Genre, je crois que je sais plus c'est combien de pourcentage des marmottes au monde qui sont assassinées par chasse. Genre, on a le record de meurtres de marmottes en France. Genre, on a le droit de chasser les marmottes en France. Dans certains départements, c'est tout à fait organisé. Oui, c'est les ragondins, le problème. Donc, les chasseurs sont un problème. Les chasseurs sont des gros cons, essentiellement. Ça ne, voilà. Et autant, bah oui, mais moi, quand j'étais au village, j'avais 2-3 chasseurs avec lesquels on s'entendait bien. Le gars qui part avec sa bite et son couteau, tuer un sanglier ou deux avec un pote pour le servir dans l'auberge du coin en mode cuisine de machin. Mais on n'en est plus là. Là, maintenant, c'est à des élevages industriels de sangliers pour relâcher de manière industrielle des sangliers qui, en plus, provoquent beaucoup de tort aux agriculteurs. C'est-à-dire que quand tu fais de la battue 4 mois dans l'année, enfin sur 6 mois, t'en fais que pendant 4 mois. Les 2 derniers mois qui correspondent à des mois de semis ou des mois de... comment dire, des mois de... Putain, quand on récolte le maïs, là. Ah, le mot. Ensilage. Pour l'ensilage. Ouais, l'ensilage. Et que t'as les agriculteurs qui te disent ouais mais attends il y a je sais pas combien de sangliers dans mon champ, je peux pas, l'ensilage c'est trop compliqué à faire et tout. Ben oui, si jamais tu chasses tous les sangliers de la forêt, ils vont dans les champs de maïs. Ah bah ça alors, qui aurait cru? Ils sont pas cons les animaux, hein. S'ils se font défoncer dans la forêt, ils vont dans les champs, hein. Et puis, il reste des pratiques de chasse qui sont absolument incompréhensibles aujourd'hui. C'est-à-dire qu'historiquement, on pouvait chasser le blaireau ou le renard pour la fourrure. Mais qui aujourd'hui porte des toques en blaireau ou en renard? Genre, personne. Personne ne porte ça. Donc moi, les chasseurs m'ont toujours exaspéré. Ils m'exaspèrent toujours. Alors effectivement, t'as toujours oui, mais lui, c'est pas un mauvais bouc, etc. Mais en fait, c'est pas parce qu'il y a... En fait, c'est comme la police. Les chasseurs, c'est comme la police. Oui, il y a 2-3 policiers qui sont sympas, et puis tu le connais, puis c'est ton voisin, et puis c'est pas le mauvais bouc. Mais d'un point de vue structurel, structurellement parlant, la chasse, c'est un problème en France aujourd'hui. Et quand tu as vécu à l'étranger, comme ça a été mon cas, moi j'ai vécu en Allemagne et en Autriche, la place des chasseurs dans la société, leur poids politique, c'est quelque chose d'absolument incompréhensible et délirant. Et qui n'a... Et puis, alors, bien sûr, et petit point, le côté de oui, mais nos pratiques ancestrales. Non, mais les gars, les battus, ça date des années 80, 70, allez. Avant les années 70, on faisait pas de battus, hein, ça n'existait pas. Hein. Enfin. Oui, puis alors, la chasse à... Ici, ça chasse à court. Hein, la forêt de Fougères aussi, la chasse à court. C'est un autre délire. Après. Voilà, bon. Écoutez, Macron, de toute façon, a réitéré son soutien à la Fédération des chasseurs, hein, qui a son budget, qui a monté en flèche, qui est, qui est délirant. Bah, il y a des formes de chasse à court qui existent, où tu chasses pas de gibier, mais tu chasses un appât, où tu chasses une balle ou un ballon que tu planques quelque part et les chiens doivent le trouver, etc. Il y a d'autres formes de chasse. En fait, il y a des formes de sport qui exploitent les chiens et les forêts, qui ne tuent pas les animaux et qui ne les coursent pas. Après, bon, encore une fois, vous promenez à 50 chevaux et 80 chiens dans la forêt, bon... faut voir, puis, vraiment, faut voir l'état des clébards. Comme je vous disais, j'habite à côté d'un chenil. Une fois, il y a un de ces putains de chiens là qui s'est évadé, qui est venu courser un lièvre jusque chez moi. J'en avais fait une vidéo sur la chaîne de Best of à l'époque où c'était encore une grange ici. Il faut aller voir l'état du clébard. Hein. Faut voir l'état du chien. Hein.
tout dégueulasse, famélique, plein d'eczéma à la gueule, vraiment, tu sais, mais... Et alors moi, ce qui me termine, vraiment ce qui me termine, c'est quand il y a la chasse à fougères, donc tout le temps, où c'est écrit, ils te mettent un grand panneau à l'entrée de la forêt et disent attention, chasse en cours. Mais c'est pas moi de faire attention quand je passe en bagnole dans la forêt, en fait. C'est à vous de pas me tirer dessus. Enfin, genre, attention de quoi? Si tu veux que je fasse attention de quoi? Je n'ai pas encore vu pour Retailleau, non. Non. Vous voulez qu'on fasse vous voulez qu'on fasse le full palmarès de droite? Vous voulez qu'on parle de Retailleau? Alors, écoutez, les résultats sont tombés, on va aller voir ça tout de suite. Bruno Retailleau, largement élu président du parti, Laurent Wauquiez, Donc c'est Bruno Retailleau qui va faire 5% en 2027. Ouais, apparemment il a pris vraiment cher. Après, je me souviens d'une époque où aux Républicains on pouvait faire voter les morts et les chiens. Je sais pas si c'est encore le cas. Ah ouais, Wauquiez fait 26% des voix. Bruno Retailleau fait 74% des voix. Eh ben ça marche d'être nazi. Heureusement qu'ils sont républicainement de droite. Républicainement de droite, oui, ça. Waouh. Ah ouais, il a pris cher. Hein. Et si Retailleau représentait l'extrême droite à la place de Le Pen, du coup? Non. Ah non, non. Le RN, ils font entre 33 et 36% de l'électorat. À quel moment voulez-vous que le RN cède sa place à Retailleau? Le RN, on ne rappellera jamais assez. On rappelle qu'une élection, c'est du pognon. Une élection, c'est du pognon. Plus t'as de voix, plus t'as d'argent. Donc, même s'il fallait envoyer un singe, une chèvre, ou même un tabouret, le RN, il le ferait. Hein. C'est les législatives, ça, plutôt, non? Bah, même au présidentiel, t'as des enjeux de tout ce que tu dépenses. En fait, le remboursement, les seuils de remboursement et les plafonds de remboursement sont calculés aussi, en partie sur le nombre de voix que tu fais. Mais oui, on oublie souvent qu'une élection, c'est de l'argent. Même une municipale, c'est de l'argent. Et après, plus t'as d'élus, plus t'as une partie de l'argent de ces élus qui est reversé à la caisse nationale du parti, etc. Oui, et le présidentiel, c'est de la publicité politique aux frais de l'État, tout à fait. L'extrême droite ne va jamais laisser l'espace à Bruno. En fait, Bruno Retailleau est sur un segment qui est déjà occupé. Pour moi, il ne peut pas exister. Enfin, on verra. On verra, ça, il reprendra peut-être quelques voix à l'extrême droite, mais dans un contexte où Macron s'est droitisé, Macron c'est devenu l'UMP d'il y a 20 ans, qui a le RN, qui draine très large, qui a déjà Éric Zemmour, encore plus à droite du RN, enfin, Bruno Retailleau n'a pas d'espace politique. C'est pas le RN qui céderait sa place, c'est Retailleau qui la prendrait à la place de Bardella. Mais non. Non, mais vous vivez dans quel monde Vous croyez vraiment que le RN, ils vont appeler Retailleau, ils vont lui dire c'est toi candidat, bro? Non, ils vont lui chier à la gueule, ils vont lui pisser dessus, ils vont lui dire que c'est qu'une grosse merde. Euh... Ça peut être un concurrent à Attal Édouard Philippe, mais même pas, non.
Non. Moi, je pense que Retailleau, tout le monde est en train de se saucer pour Retailleau, mais Retailleau n'a pas d'espace politique. Retailleau est dans un espace politique extrêmement saturé, là, actuellement. Genre... Vous savez à quoi ça me fait penser? Oh, c'est une rêve que vous n'allez pas avoir. Ça me fait penser à Benoît Apparu. Qui se souvient de Benoît Apparu? Qui se souvient de lui? Putain, c'était il n'y a pas longtemps. Hein. Qui se souvient de Benoît Apparu? Benoît Apparu a disparu. On l'avait vu, nous, quand on avait refait la campagne CID 2012, on l'avait vu en débat en 2012. Benoît Apparu, c'était la figure montante de la droite, c'était le gars incontesté. À la base, c'était un proche de Juppé, qui ensuite est devenu... il était maire de Châlons-en-Champagne. Il était ministre du logement sous Fillon. C'était un espèce de sarkozyste. Après, il était devenu un espèce de sarkozyste bizarre. C'était vraiment l'étoile montante de la droite, vraiment fulgurante. Genre, certains à l'époque, on était entre 2012 et 2014, pensaient que c'était lui. C'était lui, quoi. Il arrivait, il gagnait contre le RN, etc., machin. Puis après, Benoît Apparu a disparu. Voilà. Figurez-vous que Benoît Apparu était co-porte-parole avec Édouard Philippe de l'équipe de campagne d'Alain Juppé en 2016, puisqu'Alain Juppé, c'est sûr qu'il allait être élu. C'est sûr que c'était le nouveau président. En 2016, en 2015, en 2016, tout le monde dans ce pays était convaincu que Alain Juppé était le prochain président. Alain Juppé venait de rentrer, frais comme un gardon, et on était à l'époque de Hollande, Strauss-Kahn, il était hors jeu, Hollande ça n'avait pas bien marché, la droite c'est sûr qu'elle allait gagner, Alain Juppé c'était du tout cuit, Fillon il était trop mou, trop machin, il était trop connecté Sarkozy il était trop Sarkozy, c'était sûr c'était Alain Juppé il allait gagner, c'était plié d'avance, etc. Alain Juppé il a même pas gagné les primaires, c'est François Fillon qui a gagné les primaires. C'est à ce moment-là où Benoît Apparu disparaît. Parce que du coup, bah, visiblement, il mise sur le cheval qu'il ne pouvait pas perdre, il perd. L'espace politique, ça se crée Macron 2017. Macron 2017 prend l'espace que la... Ah, pour le coup, pardon. Emmanuel Macron prend totalement un espace politique qui s'est dégagé. C'est-à-dire que Benoît Hamon, tout ce qu'on peut en penser de Benoît Hamon, met un coup de barre à gauche, en disant, voilà, il récupère une partie du vote des frondeurs, il gagne la primaire à la surprise de tout le monde. Emmanuel Macron récupère tout l'espace politique des gens qui votaient à droite parce qu'ils étaient surtout libéraux et pas racistes, et de tout le vote du PS qui était surtout libéraux et pas super sur social. Emmanuel Macron, il récupère un espace politique gigantesque qui est dégagé par tout le hollandisme et par une bonne partie de ce qu'était le sarkozysme. D'ailleurs, Sarkozy, qui est aujourd'hui conseiller d'Emmanuel Macron, d'ailleurs. Il y a un espace politique délirant. Ils n'étaient pas encore racistes à l'époque, quoi, la droite? Genre Sarkozy. Sarkozy a arrêté. Le sport favori de Nicolas Sarkozy, c'était d'aller chasser les Roms. Oui, ce que l'extrême droite appelait l'UMPS. Les Nathalie Kosciusko-Morizet, les Ramayad, c'était un espace politique où t'avais du De Villepin, t'avais du Manuel Valls, t'avais du Cazeneuve, tout ça c'était le même espace politique. Ça s'appelait les constructifs à l'époque. On a appelé les constructifs. Il y avait un boulevard. Ah oui, Manuel Valls, il était pas chaud pour les Roms. Claude Guéant. C'est Claude Guéant aussi. Hein. Donc, l'espace politique de Retailleau, pour moi, il m'a l'air d'être compliqué à trouver, hein, vraiment. C'est comme l'espace politique d'Éric Zemmour.
Éric Zemmour a aujourd'hui 0 député. Faut savoir que Benoît Apparu, d'ailleurs, a fini par quitter l'UMP pour rejoindre La République En Marche. Et puis après, bon, bah, ça s'est mal mis. Voilà. Maintenant, il est dans le privé. Donc, moi, je ne pense pas... Actuellement, aujourd'hui, l'espace de Bruno Retailleau, il est compliqué. L'espace politique de Bruno Retailleau est très compliqué. Il est très compliqué aussi pour une raison, c'est qu'en fait, LREM ne peut pas retourner sur le centre gauche, enfin le centre gauche, pas le centre gauche, le centre droit en réalité. Déjà, bon, c'était un espace politique qui était déjà trusté en partie par le MoDem, qui l'a complètement inspiré d'ailleurs en 2017. Le truc, c'est que l'aile gauche du macronisme, ça a toujours été un peu moribond. C'est du Gabriel Attal. Gabriel Attal n'arrive pas du tout à obtenir quelques voix que ce soit, quelques poids que ce soit dans ce mouvement. Il n'arrive pas à se faire sa voix. Et voilà. Gabriel Attal est obligé régulièrement de se droitiser, de droitiser sa ligne et de surenchérir dans la droitisation pour pouvoir essayer d'être un challenger à Darmanin, par exemple. Ça se passe pas de l'autre sens. Et Gabriel Attal, il est bloqué par Raphaël Glucksmann sur sa gauche. De toute façon. Raphaël Glucksmann truste aujourd'hui tout l'espace politique que Macron avait investi en 2017. Le nouveau Macron, c'est Raphaël Glucksmann. Ça dépend surtout de la présence ou pas de Marine Le Pen, car Bardella ne paraît pas assez sérieux chez les vieux FN. Les sondages d'opinion disent le contraire. Les sondages d'opinion disent en substance, sur la question de la condamnation de Marine Le Pen, que les sondages d'opinion, les sondages de vote, qui ont été faits en l'occurrence pour voir si ça pouvait avoir un impact, montrent que ça n'aurait à peu près strictement aucun impact. Bardella ferait à peu près à minima le même score que Marine Le Pen actuellement. S'il n'y avait pas de campagne, évidemment. Après, avec la campagne, tout peut changer, etc. Faut pas croire. D'ailleurs, c'est pour ça que Bardella s'est laissé pousser la barbe, maintenant. Faire un vrai bonhomme. Vrai homme. Non. Il a séduit les jeunes. Maintenant, il fait pousser la barbe pour séduire les vieux. Puis de vieilles. Combien de pourcents ? 36% actuellement. L'extrême droite est créditée entre 33 et 36% si les législatives ou si la présidentielle avait lieu maintenant. Genre là, dimanche. Je vois mal les institutions du RN laisser la place à Bardella. C'est la question. C'est la question. On peut retomber dans des guerres genre comme il y avait eu à l'époque Maigret-Le Pen. On peut. Marine Le Pen out, plus des affaires du côté RN pour Bardella qui serait étonné. On s'en fout les affaires. Les affaires n'empêchent pas les électeurs d'extrême droite de voter l'extrême droite. Aux européennes, on savait déjà que l'extrême droite avait volé le Parlement européen. Et ils sont arrivés premiers. Et de loin. Les affaires à gauche n'empêchent pas les électeurs de gauche de voter à gauche non plus. Si demain il est prouvé que Jean-Luc Mélenchon a détourné de l'argent du Parlement européen et que Sofia Chikirou a bien truqué les comptes de campagne et qu'il y a une condamnation pour ça avant 2027 et que Jean-Luc Mélenchon redevient candidat en 2027, les gens qui votaient Jean-Luc Mélenchon en 2022 revoteront Jean-Luc Mélenchon en 2027. Hein. Les affaires, on a tous un peu cette idée de se dire oui, mais quand même, les affaires, ça éloigne les électeurs. Mais en réalité, ça n'éloigne pas les convaincus. Hein. Ça éloigne les indécis. Ça peut susciter de l'abstention, bien sûr, ça peut être un frein, ça peut empêcher Fillon de vers 20%. Vraiment, Retailleau qui aspire Ciotti, non, Ciotti se fait aspirer par Le Pen déjà actuellement.
Ciotti, il est en alliance avec Le Pen, littéralement. Ciotti, il voue une haine à LR et considère Retailleau comme un traître. Ciotti, il restera en dehors. Ciotti, il est bloqué. Il va pas aller chez Retailleau. Zemmour sait que pour lui seul, c'est dead. Non mais là, tu fais des conjonctures qui n'expliquent pas. En fait, t'oublies un truc. T'oublies qu'il y a l'ego des gens, en fait. Éric Zemmour, il pourrait y aller pour faire 2%, il irait quand même. Parce que Éric Zemmour, il veut être sur un plateau en train de dire grand remplacement. Parce que pour lui, il a un devoir. Il a le devoir d'informer les gens que la France est en train de sombrer et c'est presque une mission, c'est presque une croisade. Éric Zemmour, il ira. S'il peut, il ira. Pourquoi Fillon a perdu à cause de ça alors? Fillon n'a pas perdu à cause des affaires. Fillon n'a pas perdu à cause des affaires. Zemmour, c'est que du business, il a aucune conviction. Je suis absolument pas d'accord. Alors, je suis absolument pas d'accord. Alors, vraiment, vraiment pas. Genre, pour Éric Zemmour, non, il a des idées depuis longtemps. Depuis au moins 2011, là, moi j'étais remonté jusqu'à 2011 pour voir ce qu'Éric Zemmour disait déjà en 2011. L'islam, le grand remplacement, etc., le suicide français, il y a des choses qui sont déjà très prégnantes chez lui. Hein. C'est pas du business. Hein. C'est pas que du business. C'est ce qu'il a fait qu'il a tenté de se présenter aux législatives alors que il avait aucune chance de gagner aux législatives. Enfin, il avait aucune chance. Si, il aurait pu, mais bon, là vraiment, il y avait que lui qui y croyait quoi. En fait, vous oubliez l'ego. Un mec comme Ciotti, par fierté et par tout ce qu'il a dit, ne pourra jamais retourner dans le giron d'un mec LR. A fortiori Retailleau. Et c'est pas parce que Retailleau est actuellement ministre de l'Intérieur et que Retailleau est élu président des Républicains que Retailleau, demain, c'est le candidat de la droite et celui qui gagne les élections et celui qui fait 10%. Enfin... Vous savez, des gens qui ont gagné... Enfin, Jean-François Copé, par exemple. Il a tenté, hein. Il n'a pas tenté la candidature à la présidentielle, mais il a été président du parti. François Fillon aussi, évidemment. François Fillon a été une figure très importante de la droite pendant très longtemps. Il a été ministre pendant 5 ans sous Sarkozy, Premier ministre pendant 5 ans. Il a été président président, candidat, il a tout été. L'ego, on parle des ministres qui ont conchié Macron pour retourner leur veste. Le maire, Bayrou, Darmanin, j'oublie qui. Alors, ils n'ont pas retourné leur veste pour se mettre à genoux devant Macron, ils l'ont fait... Alors, Bayrou, même très spécifiquement, Bayrou, il a eu son... Bayrou, aujourd'hui, s'il est Premier ministre, c'est parce qu'il a fait chanter Macron. Il lui a posé un dilemme. Il lui a dit... Parce qu'à la base, ça devait plus être lui, vous savez. À la base, ça aurait dû être... Putain, c'est qui le gars qui était pressenti pour le devenir, là? Son nom faisait que de tourner, là. Lescure. Tout à fait. Non, Lecornu. Alors, Sébastien Lecornu. Non, Sébastien Lecornu. Il y avait Roland Lescure aussi à un moment, non? Il y avait Roland Lescure. Enfin bref, il y a les deux noms qui circulaient. Et François Bayrou, vous vous souvenez, on en a parlé ici, comment ça s'est passé? François Bayrou, il a dit c'est simple. Si jamais c'est pas moi demain, le modem quitte le bloc de Renaissance. Et donc du coup, t'as plus de gouvernement. Genre, c'est mort. C'est finito, tu passes plus une loi. C'est comme ça que François Bayrou a été nommé Premier ministre. Ouais, le matin même, c'est ça, le matin même, et c'est Bayrou qui a débarqué à l'Élysée, qui l'a appelé, puis qui a débarqué à l'Élysée, etc. Il lui a fait du chantage. Et il lui a dit, moi je retire ma trentaine, le modem, en fait, on quitte Renaissance, si jamais je suis pas Premier ministre. Il lui a fait du chantage. Ce qui fait que, c'est pour ça que Macron le soutient de loin, mais pas trop non plus.
Donc c'est pas François Bayrou qui a retourné sa veste, c'est François Bayrou qui a précisément manœuvré pour être là où il a envie d'être. Mais évidemment qu'il y a... Non mais là où je veux en venir, c'est que... Précisément, c'est la question de l'ego, ça. C'est là où je veux en venir, c'est que précisément, c'est une question d'ego. Macron lui avait bien mis à l'envers, bah, il lui a remis à l'envers derrière. Moi, j'y crois pas, vos machinations de machin, de en fait la droite, ils se font un petit conglomérat, machin, et là ils sont tous en train d'essayer de machin, voilà, de partir chacun de leur côté. Ils vont vouloir probablement essayer de faire une primaire interne à Renaissance. Et puis Retailleau, peut-être il se dira, bah je pars seul, niquez-vous. Peut-être Attal, ils se diront, je pars seul, niquez-vous. Vous savez combien de gens ont essayé de partir seuls en disant niquez-vous en 2017 de la droite qui s'était déclaré candidat au présidentiel pour 2017 entre 2015 et 2017 quand on était dans la crise de la loi le travail, etc., que Hollande c'était en train de se casser la gueule et que Sarkozy c'était pas une option. Vous savez combien de gens, moi de tête, hein, de Villepin, Bruno Le Maire a dit qu'il était intéressé, je crois, Xavier Bertrand s'était posé la question, Nathalie Kosco-Morizet avait commencé un début de campagne, Ramayad avait été reçue chez Laurent Ruquier parce qu'elle voulait aussi commencer un début de campagne. Il y avait Jean-François Copé, me semble-t-il. De sûr. Alain Juppé, dont on a parlé. Jean-Frédéric Poisson, je ne sais plus. De toute façon, Jean-Frédéric Poisson c'était pas le même sillage de droite. Ils étaient quand même une paire. Pour qu'à la fin, ce soit Fillon... pour qu'à la fin, ils disent « Ouais, primaire ». Alain Juppé, il dit « Bah ouais, primaire. Je suis sûr de gagner. » Et il perd. Bam. Vraiment, il y a ce truc, quoi. Je suis de Pau, faut aussi savoir que Bayrou suce Macron depuis longtemps. D'ailleurs, il a fait renommer le centre d'entraînement de la section paloise en centre d'entraînement Macron. Putain de merde. Oui, NKM, Nathalie Kosco-Morizet, je l'ai dit. Ces gens-là, ils ont tous essayé de devenir les successeurs de l'UMP. Avec des gens qui étaient super importants à l'époque dans le parti et qui ont fini dans les poubelles de l'histoire. Genre Luc Châtel. Moi, Luc Châtel, c'est un de mes préférés. Luc Châtel, la mention de Luc Châtel fait que j'ai failli perdre mon partenariat d'ailleurs avec Gallmeister, figurez-vous, parce que c'était trop politique de citer quelqu'un comme Luc Châtel. Luc Châtel, député du sud de la Haute-Marne, ministre de l'Éducation, juppéiste, puis sarkozyste, puis filloniste, puis plus rien. Puis ciao. Ciao mon pote. C'est fou. C'est fou, mais en fait, c'est fou, mais c'est extrêmement révélateur de... Voilà. Luc Châtel était maire de Chaumont. Tout à fait. C'est ça dont tu parles. En fait, là, il est beaucoup trop tôt pour qu'on sache ce qui se passe. Moi, je me souviens vraiment précisément, il y a 10 ans, là. Là, il y a 10 ans. Tout le monde pensait qu'Alain Juppé allait gagner sans rien faire, sans même faire campagne. C'était sûr. C'était sûr qu'Alain Juppé allait gagner. Je suis sûr que je peux vous retrouver des sondages sur Wikipédia. Je suis sûr que je peux vous retrouver... Ça devait être en avril. Tout à fait. Présidentiel. Je suis sûr que je peux retrouver des vieux sondages. Genre sondage. Parce que faut voir, hein, vraiment. Genre les sondages de... Voilà. Par exemple, le sondage IFOP du 14 décembre 2015 donnait Alain Juppé
victorieux à 34%, avec 34% au premier tour face à Marine Le Pen qui ferait 27%. Le duel, dans l'extrême majorité des sondages et dans tous les sondages, en fait dans tous les sondages sauf 1, 2, 3. Sauf 3 sondages. Entre février et décembre en 2015, donnait au premier tour, en premier, Juppé ou Sarkozy face à Marine Le Pen. Juppé avec des scores vraiment du 34%, du 30%, du 31,5%. Il avait gagné, Juppé. Il n'y avait aucun doute. Alain Juppé avait gagné. Puis bah Alain Juppé, désolé de vous dire que en fait, il est où maintenant, Conseil constitutionnel? Donc voilà. Mais là, je vous parle d'une époque où Emmanuel Macron n'était même pas candidat. Parce qu'en fait, vous voyez là, on est en mai 2025. L'élection, c'est dans 2 ans, jour pour jour. Eh bien, il y a 2 ans, jour pour jour, avant l'élection de 2017, nous étions donc en mai 2015. Eh bien, en mai 2015, les candidats déclarés, c'était qui? En mai 2015, je vais refresh la page, puisque j'ai ouvert trop d'onglets, je ne vois plus... Sondage concernant réalisé... sondage de 2015. En 2015. Donc, par exemple, le 21 mai ou le 22 mai 2015, qui étaient les candidats pressentis? Jacques Cheminade. Voilà. Potentiellement Jacques Cheminade. Nathalie Arthaud. Philippe Poutou. Ou Olivier Besancenot. Il y avait un doute. Il y a des sondages avec Besancenot et des sondages avec Poutou. Poutou, c'était même pas sûr encore qu'il soit candidat. Il y avait visiblement hésitation dans les sondages. Jean-Luc Mélenchon, pour le Front de gauche, parce qu'en 2015, on pensait que ce serait le Front de gauche. On n'était pas encore à Jean-Luc Mélenchon part tout seul faire la France insoumise. Il était déjà, par contre, entre 10 et 12. Hein. Je l'ai dit, son socle, il a jamais vraiment bougé. Hein. Il y avait Cécile Duflot, comme candidate pour Europe Écologie Les Verts. Cécile Duflot n'a même pas gagné, je crois que n'a même pas été au second tour des primaires des écologistes. Je crois que le duel, c'était Yannick Jadot contre Michel Rivasi, je crois. Je suis pas sûr, mais... pour le PS, en 2015, pour le PS, on hésitait entre Arnaud Montebourg, François Hollande et Manuel Valls. Arnaud Montebourg, hein. Manuel Valls, on n'en parle même pas. Manuel Valls qui était quand même crédité potentiellement à 22% des voix. Et un François Hollande à 17. Entre 17 et 21. François Bayrou était candidat dans plus de les trois. Il était vraiment candidat dans la plupart des sondages. François Bayrou était candidat. Après, comme je vous disais, Alain Juppé, qui de toute façon, lui, était vraiment stratosphériquement beaucoup plus haut que les autres. Ou Nicolas Sarkozy parfois, ça dépendait des sondages. Donc, souvent, c'était les 2 options qui étaient choisies. Ni l'un ni l'autre n'a gagné la primaire, hein, ça me termine. Hein. Ensuite, il y avait Nicolas Dupont-Aignan. Philippe de Villiers était pressenti candidat, souvent, et Marine Le Pen. Ça ne correspond pas à la liste des candidats. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'était pas dedans, Benoît Hamon, personne ne l'a vu venir. Jean Lassalle, n'était même pas dans les calculs. François Asselineau, j'en parle même pas. Évidemment qu'il n'était pas là. L'absence des Verts qui sortiraient pour être derrière le PS, personne ne l'avait vu venir non plus. Et l'absence des communistes effacés derrière Jean-Luc Mélenchon non plus, puisque Jean-Luc Mélenchon, bon, pour le coup, ils n'étaient pas sondés le PCF, mais avec l'absence du Front de gauche, ils auraient pu partir seuls.
Donc, voilà où on en était 2 ans avant l'élection. En fait, on ne connaît pas la liste des candidats actuellement. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Les sondages correspondaient à vraiment aux intentions de vote du pays à l'instant T si ça avait été les candidats, mais on n'était pas sûr que ce soit les candidats. Après, par contre, quand même qu'on se le dise, Marine Le Pen a fait comme score à peu près ce qui était estimé qu'elle ferait dans les sondages. Elle a globalement un peu perdu sur les 2 derniers mois. Mais voilà, les sondages. Après, une fois qu'on a eu la liste des candidats, c'était plié. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a été donné. Une fois qu'on a eu la liste des candidats, Emmanuel Macron a été donné au second tour dans absolument. Après, la liste officielle des candidats, ça veut rien dire parce qu'en fait, c'est 2 mois avant l'élection. Mais même si tu remontes avant, Emmanuel Macron, dans tous les sondages, était donné au premier tour. Dès l'instant qu'en fait, Emmanuel Macron est rentré dans l'équation, très rapidement, en fait, il a été considéré comme un très bon challenger. En fait, très précisément, à partir de janvier 2017, tous les sondages l'ont donné Emmanuel Macron au second tour. Là où avant, il y avait une hésitation avec l'affaire Fillon, peut-être. Emmanuel Macron a vraiment explosé avec le retrait de Bayrou. Ben non, parce que tu vois, je vois, François Bayrou annonce qu'il soutient Emmanuel Macron le 22 février 2017, où il est crédité à 23, entre 23 et 24 le mois suivant, alors qu'il était crédité entre 20 et 22 le mois d'avant. Enfin, ça fait 1% de plus ou 2% de plus, c'est pas ça qui change tout. Hein. Après, ça change tout dans le contexte où effectivement il se qualifie au second tour, peut-être grâce à ça, mais à l'époque, Benoît Hamon était encore crédité à 14%, hein, pour vous dire. Hein. Donc, alors, beaucoup de gens disaient que c'était un pétard mouillé à l'époque où il n'était pas encore déclaré candidat, mais où il avait commencé à tâter le terrain. Donc là, si jamais effectivement tu regardes par exemple les sondages, je sais pas moi, de septembre 2016, Emmanuel Macron, effectivement, il est estimé entre 12 et 18% selon, mais parce qu'en fait, il y a François Bayrou qui est encore en face. On a François Hollande encore en face, c'est-à-dire que François Hollande ne s'est pas retiré à ce moment-là. Donc effectivement, moi je faisais partie des gens qui disaient il va faire 10%, mais il va faire 10% dans un contexte où en septembre 2016, par exemple, on est 6 ou 7 mois avant l'élection avant l'élection en 2017. François Hollande est encore pressenti pour être le candidat et François Bayrou est encore considéré comme candidat. Alors forcément, l'espace politique de Emmanuel Macron, il est réduit. Puisque si t'as un François Hollande qui fait 12 et que t'as un Bayrou qui fait 8, bah s'il reste 10% à Macron, c'est bien déjà, tu vois. Le truc, c'est qu'effectivement, dès l'instant que François Hollande décide de ne pas se représenter, que c'est Arnaud Montebourg, que c'est Benoît Hamon, et que Benoît Hamon, ça commence à se casser la gueule dans les sondages, c'est terrible, c'est sûr. Hein. C'est ce que je disais, l'espace politique, ça se crée. Oui, non, mais pardon, mais d'accord. Actuellement, aujourd'hui, je suis désolé, président de répéter, Bruno Retailleau n'a pas d'espace politique pour gagner une présidentielle aujourd'hui. Là, tout de suite. À moins qu'il décide d'assassiner d'une partie de ses concurrents, il n'en a pas. Parce que la donnée aussi importante, c'est que le RN va évidemment présenter un candidat et la République En Marche va évidemment présenter un candidat. Ces gens-là ont besoin, pour conserver leur temps de parole, l'argent, leur dotation parlementaire, etc. En plus, surtout depuis qu'Emmanuel Macron a changé les règles du temps de parole. Macron en 2007 avait des soutiens de fous. Oui. Oui. Complètement.
C'est juste que Emmanuel Macron s'est retrouvé quand même très bien placé très vite, hein, quand même. Là où, en fait, le truc, c'est qu'il part en campagne très tôt. Emmanuel Macron, là, je vois, il y a déjà des sondages IFOP en avril 2016 qui le donnent à 21%. Genre un an avant, Emmanuel Macron, il est déjà crédité. Mais à cette époque-là, il était crédité comme potentiellement successeur de François Hollande pour le PS. C'est marrant. Donc en fait, on lui accordait une partie du vote PS. C'est complexe, mais l'espace politique, ça se crée. Mais en fait, l'espace politique à droite, là, il m'a l'air d'être saturé quand même. Il est saturé, l'espace politique à droite. On verra. Après, il faut savoir aujourd'hui que l'extrême droite... Enfin, en fait, là, en 2017, on parlait d'une époque où la droite républicaine, LR, avait à peu près un socle de 20% de garantie. Vous avez vu à quoi il ressemble le socle de LR aujourd'hui? Même au régional, même aux européennes. Attendez, ça a bloqué, je reviens. Hop, attention. L'espace politique des républicains, là, aujourd'hui, en ce moment, c'est chaud, quoi. Même là, on l'a vu pendant les législatives, hein, c'est une galère. Hein. Macron les a phagocytés. Et... Debout, putain. Et il n'y a plus grand monde hein, dans le bateau. Une bonne partie des gens sont partis chez les macronistes ou ailleurs ou à côté. Ils ont 40 députés. Ouais, bah... Ces gens-là, il y a 10 ans, ils avaient la majorité absolue. Hein. Donc voilà, moi ce que je vous dis, c'est juste que à l'heure actuelle, on ne sait pas qui sera candidat dans 2 ans. À l'heure actuelle, Bruno Retailleau n'a pas d'espace politique. Il a un Darmanin dans le dos. Voilà. Il va avoir probablement d'autres solides concurrents qui vont essayer de le tabasser dans un coin. Et aujourd'hui, le RN a siphonné une bonne partie de l'électorat LR, quoi. Je me demande si c'est le mariage pour tous qui a tué LR. Ça n'a pas dû aider. Ça n'a pas dû aider. Mais après, c'est Macron aussi qui a tué. Enfin, Macron. En fait, dès l'instant que Macron prend à l'UMP ceux qui sont là pour le libre marché, le néolibéralisme, etc., et pas ceux qui sont là pour le conservatisme, le clergé, la religion, etc., bah, il ne leur reste plus que ça. Ce qu'il reste en fait de LR, ce que Macron n'a pas pu prendre, et ce qui n'est pas encore parti au RN, c'est des Retailleau. Mais en fait, c'est l'électorat du RN. Moi, je vois, encore une fois, après je peux me tromper, mais l'espace politique de Bruno Retailleau m'a l'air difficilement trouvable. Surtout que là, une bonne partie de son espace politique et de sa médiatisation vient de sa position de ministre. Et il peut avoir un remaniement, en fait. J'ai l'impression que les gens qui saucent, enfin qui vraiment qui mettent et qui investissent énormément d'espoir sur Bruno Retailleau, je vais faire un parallèle, en fait. Enfin, je vais me reformuler, je vais faire un parallèle. Je pense que Bruno Retailleau a autant d'espace politique aujourd'hui que Manuel Valls avait d'espace politique en 2015. Toute proportion confondue. C'est-à-dire que Manuel Valls était un ministre très populaire, notamment dans une partie de la droite. C'était, on en avait parlé ici un peu, c'était quelqu'un qui avait des codes de popularité. Ils avaient même fait une émission qu'on avait regardée ici sur France 2, des paroles et des actes de 2h30 sur Manuel Valls en le sauçant, en expliquant que c'était l'homme le plus populaire de gauche et le ministre préféré des Français ou un bail du genre.
c'était sûr que lui, il avait le boulevard, et que lui, il allait partir, et que c'était lui qui héritait de la présidence du PS, qui devenait candidat, et pareil, c'était lui le plus solide candidat. Et d'ailleurs, dans tous les sondages qui étaient effectués en 2016 ou en 2015, l'hypothèse, comment dire, Manuel Valls, elle est là. Et même l'hypothèse Vincent Payon, même. Putain, par endroit. D'ailleurs, Manuel Valls était... Là, on était en avril 2016, un an avant. Il y avait un sondage Elab qui donnait... donc le sondage du 26 et du 27 avril 2016 donnait Manuel Valls, si Manuel Valls était candidat pour le PS, sûr d'être au second tour. Manuel Valls aurait été qualifié au second tour face à Marine Le Pen. Parce que c'était évidemment le ministre, le gars du PS, le seul gars du PS qui était à même de se qualifier au second tour. À l'époque. Il y a un an. Un an avant l'élection. Manuel Valls, pareil, j'ai mis regarder en 2015, les sondages de janvier 2015 donnaient Manuel Valls à des scores à 23%, 21%, qualifié au second tour. Qualifié au second tour, ça c'était uniquement par contre dans les hypothèses où Alain Juppé n'était pas là, mais face à Nicolas Sarkozy. En gros, dans un tandem, dans une situation où tu as Manuel Valls et Nicolas Sarkozy, Manuel Valls était sûr de gagner. Si par contre il y avait Alain Juppé, c'était Alain Juppé qui rappelait la mise, bien sûr, parce qu'Alain Juppé était notre sauveur à tous, bien sûr, à l'époque. Manuel Valls, voilà. Mais après, là vous dites, le souci de Manuel Valls, c'est qu'il n'était pas aussi apprécié dans son parti qu'en dehors. Mais précisément, c'est le problème de Bruno Retailleau. Les électeurs du RN qui aiment beaucoup Bruno Retailleau ne vont pas voter Bruno Retailleau. Si Bruno Retailleau demain est candidat LR, ils voteront Jordan Bardella. Ou si Marine Le Pen peut se présenter, Marine Le Pen. Ils voteront Jordan Bardella. Pourquoi voter pour un nazi qui fait ami-ami avec les macronistes, alors que vous pouvez voter pour un nazi qui vous sort le discours anti-système ? Vraiment, moi, c'est ça qui me... Alors, de toute façon, on va le voir dans les sondages qui vont sortir d'ici quelques jours. On va avoir des hypothèses Bruno Retailleau. Les inscrits LR ont plébiscité Retailleau. Oui, les inscrits LR, c'est-à-dire les militants qui restent actuellement chez les Républicains, préfèrent Bruno Retailleau. Ça ne veut pas dire que Bruno Retailleau va gagner. Tout comme les militants votants du Parti communiste ont choisi Fabien Roussel. Ils n'ont pas choisi le gars qui est le plus à même de faire le gros score ou pour le PCF aux élections. Il y a des meilleurs candidats, selon moi. Il y a des gens qui seraient beaucoup plus populaires et qui marcheraient beaucoup mieux dans l'électorat que Fabien Roussel. Je pense qu'un Fabien Gay ou qu'un Yann Brossat ferait un meilleur score qu'un mec comme Fabien Roussel dans une élection. Voilà. Quoi que ça à voir, parce que Yann Brossat était candidat sénatorial et il avait fait que 3% en 2019. Mais bon. Je ne sais pas quand est le prochain congrès du PCF, non. Que penser du ticket Retailleau-Philippe qui semble prendre forme ? J'y crois pas. J'y crois pas du tout. Alors là, j'y crois pas, mais... Après, encore une fois, moi, je ne suis pas... Là, moi, je vous parle de ce qui se passe à l'instant T. L'élection, elle n'est pas faite. L'élection n'est pas faite. On peut pas... Aujourd'hui, personne ne sait qui sera candidat en 2027. Tellement de choses peuvent se passer. Un scandale, un décès, on peut aussi avoir des gens qui meurent, que ce soit Bruno Retailleau ou Jean-Luc Mélenchon, ce ne sont pas des gens qui sont tout jeunes, tu vois. Donc au bout d'un moment, c'est pas impossible que ces gens-là trépassent, quoique Bruno Retailleau est quand même un peu plus jeune que Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il n'a que 65 ans, il n'est pas non plus gravataire. Mais il y a tellement de choses qui peuvent se passer, en fait. Et là où je voulais en venir, de ce que je disais tout à l'heure, c'est que Bruno Retailleau, aujourd'hui, occupe une grande partie de l'espace médiatique, mais si demain Bruno Retailleau il y a un remaniement et qu'il disparaît, peut-être que cet espace médiatique se ferme complètement pour lui et qu'il devient inexistant. Vous avez déjà tous oublié Barnier.
Tout comme en 2017, les gens avaient tous oublié Manuel Valls. Genre, vous aviez tous oublié Amélie de Montchalin avant qu'elle revienne. Voilà. On les oublie vite, en fait. On les oublie vite, vraiment. On n'a même pas cité Aurore Berger depuis le début de ce stream. Il fallait bien qu'on le fasse à un moment. La bite à Griveaux. On n'a pas parlé de la bite à Griveaux non plus. Olivier Véran. Voilà, Véran, bah voilà. Partie des gens où... Je vais regarder s'il y a déjà des sondages pour 2027. Ça c'est juste... Sachez juste, pardon, que Bardella gagnerait face à Attal, hein, selon un sondage IFOP d'avril, là. Enfin, il y a 2 semaines. Ça, je crois qu'on avait déjà regardé ce sondage. Ouais. Castex, tout le monde a oublié Castex. Benalla, putain de merde. Sondage IFOP du 30 avril 2025. Bruno Retailleau au second tour perdrait face à Jordan Bardella. Voilà. 6 points d'écart. Bon, l'élection n'est pas faite, hein, mais... on n'est même pas candidat. Alors, il y a effectivement des sondages avec déjà Bruno Retailleau. Si vous voulez, puisque vous aimez bien les sondages, on peut commenter ce sondage, le sondage IFOP. Sondage IFOP. Je vais directement aller sur le sondage IFOP. Je vais le télécharger, ce sera plus simple. On va aller voir qu'est-ce que Bruno Retailleau peut faire. Alors attendez. Je suis un peu demeuré, donc 2 secondes. Tout à fait un sondage qui a été réalisé. Alors, ça, blablabla, on s'en bat les couilles. Méthodologie, on s'en fout. Alors, ça, c'est toutes les hypothèses qui ont été testées. Il y a des hypothèses Retailleau, avec des offres fragmentées, etc. Du Fabien Roussel, du François Ruffin, du Glucksmann, du Tondelier, du Villepin. Là, c'est si jamais vraiment tout est split. Ouais, Mélenchon ferait 10, son socle. Glucksmann ferait 9, le socle du PS, des miettes autour. Et que ce soit Bardella ou Marine Le Pen, visiblement, ça ne change rien. C'est du 32%, voilà. Alors, les hypothèses. Du 32 ou du 33, quoi. Les hypothèses. Hypothèse Retailleau. Retailleau ferait 7,5 dans une hypothèse fragmentée. Retailleau Philippe Bardella, il ferait 8. Retailleau Attal Bardella, il ferait 14. Retailleau Philippe Glucksmann Bardella, il ferait 9. Retailleau Philippe Ruffin Bardella, il ferait 10. Philippe, de façon survol. Hein. Retailleau Philippe Le Pen, il ferait 9. Voilà. Ouais, l'infographie, un peu... ouais. Alors, dans une configuration... bon, bah là, le RN fait vraiment un score de zinzin. Hein. Ça, c'est les... Voilà, donc en gros, voilà, selon les offres politiques. Voilà, Retailleau, il ferait 8, quoi. Voilà, entre 14 au max. 14 au max, c'est si jamais il y a Attal, en fait. Voilà. Si tu mets Philippe à la place, il faut que ce soit Attal, du coup. Il faut que ce soit vraiment Attal qui y aille. Il faut que la gauche fasse l'union. Voilà, ça, c'est ce qu'il nous faut. Il faut que Gabriel Attal truste cet espace-là, s'il vous plaît. Il faut surtout qu'Édouard Philippe, voilà, faut pas qu'il aille se faire une greffe de cheveux en Turquie, parce que sinon c'est vraiment plié, quoi. Ça, c'est le dernier sondage en date. Philippe Le Pen, ce serait chaud du cul.
Sachant que 28% des répondants ne formulent aucune intention de vote. Philippe Bardella. Ah ouais? Eh ben, Bardella a plus de chances de gagner contre Philippe que Marine Le Pen, visiblement. Donc, ça, c'est... voilà. Bon, Attal, il se fait plumer par Bardella, ça on le savait déjà. Retailleau par Bardella. Puis alors là, Mélenchon par Bardella, j'en parle même pas. Mélenchon, il se fait défoncer, il se fait dépop. Voilà. Et il y a les catégories qui votent pour qui, et ça je l'ai déjà vu, c'est les CSP plus retraités qui voteraient Retailleau. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus Ah, ça c'était intéressant. Alors pardon, ça c'était intéressant. Je vais vous le remettre. Chez les moins de 25 ans, comment est structuré le vote? Eh ben, le vote des femmes, les femmes de moins de 25 ans votent beaucoup plus à gauche que les hommes de moins de 25 ans. C'est délirant. L'écart, il est de quasiment 10 points. Le split est énorme. Énorme. Voilà. Bon, ça, on le savait déjà dans d'autres pays. C'est marrant. Chez les plus vieux, chez les 65 ans et plus, les hommes votent plus à gauche que les femmes. Alors, chez les moins de 25 ans, ils votent plus à droite ou à l'extrême droite. Hein. Voilà, c'est... Plus les électeurs sont âgés, plus ils ont tendance à voter pour le bloc central, et moins ils ont tendance à voter pour le candidat de la France Insoumise, ça on le sait. Voilà. Ça, c'est les courbes d'âge. Ça, c'est terrible. Hein. C'est ce que nous met dedans. Hein. Donc, puis alors, les votes des retraités, bon, bah, on n'en parle même pas. Hein. Mélenchon fait 4% chez les retraités. Voilà. Putain, 39% des retraités CSP- votent à extrême droite. Truc de fou. Truc de zinzin. Bon, le vote en ville, Mélenchon, voilà, bon, ça n'apprend rien. Hein. L'électorat musulman préfère Jean-Luc Mélenchon, bah oui. Bon, il a quand même 3% des musulmans qui votent Jordan Bardella, je ne comprends pas. 9% des musulmans pauvres votent Bardella. Alors, incompréhensible. Alors que les cathos, ils votent Bardella. Il y a même, il y a même par genre et tout. Les femmes lesbiennes votent plus à gauche, sensiblement. Voilà, on apprend, sinon... pas tant, voilà. Ça vote beaucoup écolo, hein. Ça vote beaucoup écolo. Putain, le parti où on a le plus de votes LGBT, c'est Europe Écologie Les Verts. Homme gay, 30%, Jordan Bardella, bah oui. Ça vous surprend? Bravo les lesbiennes. Sinon c'est lutte ouvrière hein, qui a le plus de LGBT. Voilà. Aucune surprise sur les... Moi non plus. Alors les électorats de Jean-Luc Mélenchon et de Nathalie Arthaud sont plus féminins, ce qui fait que des affaires comme les affaires Quatennens, s'il vous plaît, pitié, sortez-vous les doigts, parce que, voilà, quand même. Enfin, si vous avez beaucoup plus de votes chez les jeunes femmes, évitez de défendre Adrien Quatennens, quoi. Pitié, quoi. Donc voilà, il y a un peu tout, selon les catégories, les machins, selon le diplôme. Et oui, les sans diplôme, 46% des gens qui n'ont pas de diplôme dans ce pays votent à l'extrême droite. Voilà. Bon, sinon, 50% des gens qui se disent d'extrême gauche votent Jean-Luc Mélenchon. Ils se trompent, les gens. C'est la gauche, c'est pas l'extrême gauche.
Il y a quand même 11% des gens qui disent extrême gauche qui votent Jordan Bardella. 8% des gens qui se disent de gauche qui votent Jordan Bardella. 11% des gens qui se disent centre-gauche qui votent Jordan Bardella. C'est fou. En fait, c'est là où on voit qu'il y a un problème, c'est-à-dire que nous, enfin, Jean-Luc Mélenchon, il va faire un score inexistant en fait à droite, chez les gens qui se déclarent à droite, alors que Jordan Bardella a une part de son vote qui lui permet peut-être de passer le second tour chez les gens qui se déclarent de gauche. C'est le problème, hein, c'est toujours le problème. Comment expliquer les gays d'extrême droite? Vraie question? Comment ça, vraie question? Résultat d'intention de vote selon le premier tour vote de la présidentielle. Bon bah voilà, bon, ça, les gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, il y a à peu près la moitié. Voilà, on revient sur les socles et les questions de vote utiles. 43-44% des gens qui revoteraient Jean-Luc Mélenchon au premier tour en toutes circonstances. En fait, c'est le socle. Hein. C'est les 12%, les 10-12%. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Hein. Les catholiques, tiens. Ouais, mais on l'a vu tout à l'heure. Puis alors après, c'est sur les questions. Voilà, bon. Vous connaissez pas l'homonationalisme? Vous ne connaissez pas ça? Pourtant, on a un certain nombre d'élus du RN aujourd'hui, et même de cadres du RN, qui sont des hommes gays, où c'est public, hein, genre Sébastien Chenu, Jean-Philippe Tanguy, il y a eu Florian Philippot. Ce n'est absolument pas du tout... C'est absolument pas une surprise. Hélas. Et l'homonationalisme, ça désigne en fait... c'est un concept qui est aux États-Unis, en fait. Qu'il puisse y avoir, en gros, dans un monde où il y a un conflit, c'est là où l'extrême droite, en fait, l'extrême droite vont jouer le conflit de, vous savez, le conflit de civilisation. Il y a un conflit de civilisation dans la rhétorique de l'extrême droite, et du coup, il faut sauver notre modèle européen, sauver notre modèle social du grand remplacement des musulmans, des arabes, etc., machin, qui eux sont farouchement hostiles aux personnes LGBT. Et donc, si jamais vous voulez vous sauver, vaut mieux être vaut mieux être un homme gay de race blanche dans un pays qui aime les blancs et qui ne veut que des blancs, que d'être un homme gay dans un pays de gauche qui accueille tous les musulmans, parce que les musulmans, ils vous empêcheront d'être gay, en fait. Il y a un peu cette idée. C'est cette idée, en fait, qui est instrumentalisée par la droite, et par l'extrême droite. Et c'est littéralement une rhétorique qu'on entend, du coup, en France, dans l'extrême droite en France. Tout à fait, chez, par exemple, Jordan Bardella, chez Jean-Philippe Tanguy, pardon, ou Sébastien Chenu. Mais, tout comme, j'ai envie de vous dire, et là, je fais un pas de côté sur la Palestine. Il y a un pas de côté à faire sur la Palestine. Parce que, par exemple, dans la Palestine, on va nous vendre Israël comme le pays des libertés individuelles, une démocratie au Moyen-Orient, etc. Et que donc, les LGBT devraient défendre Israël, y compris quand ils bombardent Gaza, parce que le Hamas sont anti-LGBT. Le Hamas et la Palestine, bien sûr, c'est la même chose. Et Israël veut défendre... Israël défend les LGBT. Alors, tout ça est évidemment du pinkwashing, hein, c'est le nom que ça porte, ce qu'on appelle du pinkwashing. Et c'est une rhétorique, en fait, qui est assez courante, et c'est une rhétorique qu'on a vu être utilisée par pas mal de droitards, en fait, qui défendent Israël en disant « Ben regardez, vous portez des kéfiers alors que vous avez les cheveux bleus, ben là-bas vous feriez assassiner, vous défendez le mauvais camp. » Donc, après, il y a un truc, de toute façon, il y a un truc
Non, alors j'ai déjà lu le Coran. En partie, oui, je trouve que c'est un livre très chiant. Désolé pour les croyants. Hein, j'avais installé le Coran sur mon téléphone, tout à fait. J'avais commencé à lire le Coran. Ça a l'air de ressembler beaucoup plus à des actes notariés d'échange, de machins, de trucs, que c'est vraiment très chiant. J'ai lu la Bible aussi. J'ai lu la Bible, j'ai même fait le caté. J'ai lu la Bible. Alors, j'ai lu plusieurs Bibles différentes, notamment la Bible des Gédéons, qui est une Bible protestante. Oui, bon, bah, de toute façon, je crois que toutes les religions abrahamiques sont d'accord pour dire les gays, c'est pas bien. Quoi que le revendique. S'il fallait commencer à faire une tier list des pires takes du Coran, de la Torah et de la Bible, alors non seulement déjà je risquerais de me faire assassiner au coin de la rue par un dégène, voilà, mais c'est quand même le concours du pire. Parce qu'en fait, des bouquins qui ont été écrits dans l'Antiquité, ou aux abords de l'Antiquité, et qu'on essaye d'appliquer et qu'on essaye de calquer à des comment dire à un mode de vie actuel, évidemment il y a des choses sur lesquelles ça s'adapte assez mal adapté, hein. Après l'Antiquité, j'ai dit, ou aux abords de l'Antiquité, ou au tout début du Moyen-Âge, bon, peu importe. Moi, ce que j'ai à rajouter sur l'homonationalisme, c'est qu'il y a aussi vous savez, je sais pas si on peut appeler ça le syndrome, mais le fait de fermer la porte derrière soi. Vous savez, les hommes gays ont aujourd'hui, comment le dire, sans me faire tomber dessus. C'est peut-être ceux qui sont le plus normalisés aujourd'hui. Et donc, il y a une partie des hommes gays qui ferment la porte derrière eux. Voilà. C'est le dernier arrivé ferme la porte. Qui ferme la porte et il tire un trait entre eux et les autres LGBT. En disant nous, mais nous sommes des gens tout à fait respectables. On fait pas, on se teint pas les cheveux en bleu et on manifeste pas seins nus comme les fémènes ou j'en sais rien. On n'est pas des hystériques, on est des gens tout à fait respectables. Alors que les lesbiennes, les bisexuels, les transgenres, les je sais pas quoi, les machins, les trucs là, eux, ils sont dans des délires. C'est pas nous, hein. Nous, on n'est pas concernés. Nous, on est les gentils, on est avec vous. Alors souvent, évidemment. Parce qu'en fait, quand t'es un homme gay, tu peux aussi profiter du patriarcat, donc ça aide. Ça aide. Quand t'es une femme homosexuelle, c'est plus compliqué. Et globalement, pour le symboliser assez simplement, si vous écoutez un Jean-Philippe Tanguy sur cette question-là, c'est dire, moi en gros, nous on est les gays respectables. Regardez, on fait de mal à personne. On est aussi catholique. On est aussi contre les trans, pas de problème, comme vous, comme vous les autres. Parce que les trans, c'est vraiment les nouveaux roms, hein, vraiment. Alors, dès l'instant qu'il y a un problème en France, c'est les trans. Hein. Ils sont 60 000, mais alors ils sont tous les problèmes. Hein. Et il y a ce truc-là de on ferme la porte, quoi. Et ouais, il y a beaucoup de gays qui ont d'autres formes d'homophobie ou de LGBTophobie. J'ai même été j'ai entendu des discours hein, d'hommes gays sur les femmes, notamment sur les lesbiennes. Je suis en mode, ah ouais, c'est raide quand même. Il y a une petite classification, quoi. Il y a un petit classement qui est opéré. Bon, et la biphobie, on en parle même pas, c'est... Voilà, mais bon. Donc, il y a du gatekeeping, ou ce que vous voulez, ou donc oui, il y a de l'homonationalisme, c'est quelque chose qui est tout à fait je sais pas si c'est vraiment en vogue, mais en tout cas, oui, il y a une bonne partie des hommes blancs gays en France qui votent à l'extrême droite. Oui. Visiblement, 30% d'entre eux. Et donc vraiment, pour résumer, hein, il y a vraiment ce truc de... nous, au moins, on protège les gays ici, alors que les étrangers leur sont hostiles. Donc si jamais vous êtes gay, c'est nous votre camp.
Et c'est un discours qui a un certain écho, hein, vraiment. En fait, faut pas croire. Il y a quelqu'un qui disait dans le chat, là, juste en haut, on rigolera bien on rigolera quand dans 30 ans, il y aura des non-binaires qui seront d'extrême droite, mais si demain la non-binarité s'impose comme quelque chose... la non-binarité, je sais pas, on est encore loin quand même. Mais demain, il est tout à fait possible que on ait une élue trans d'extrême droite si la transidentité se normalise. À cette condition quand même. Hein. Et on aura les bons trans respectables politiques FAF qui nous diront que être trans c'est pas un problème vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de quoi que ce soit machin, mais par contre le problème c'est eux là, les non-binaires, les machins, ou alors ce seront des hommes trans qui diront ça des femmes trans, j'en sais rien. Il y a un monde où effectivement ça on le connaîtra parce que personne n'avait vu venir le fait qu'il y aurait des gays 10 ans à peine après le mariage pour tous, qu'il y aurait des gays cadres du RN qui nous expliqueraient que le problème c'est les trans et les femmes et les femmes lesbiennes, alors que eux ils sont du côté des respectables. Ça on l'avait pas vu venir. On l'avait pas vu venir, tout comme on n'avait pas vu venir que chez Zemmour ils auraient pu avoir un noir quoi. Comment il s'appelle, Tanguy quelque chose là, qui d'ailleurs n'y est plus je crois. Hein. Qui est parti hein, de chez Zemmour. Tanguy David, c'est ça? Non. Tanguy David? Il a pas de page Wikipédia? Ah oui, c'est ça, Tanguy David, effectivement. Qui a fini par partir du parti d'Éric Zemmour en disant bon, ces gens-là étaient quand même un peu racistes. Hein. Il a fini par partir à cause des insultes racistes. Mais le gars, Tanguy David, c'est un noir qui va s'encarter chez Zemmour. À la base, Tanguy David, et ça c'est dans un article du Monde hein, que vous pouvez retrouver, était tout à fait en accord avec les thèses d'extrême droite sur le grand remplacement. Il renvoyait systématiquement ses opposants à leurs origines étrangères, il les traitait de sauvages et de racailles, et il les invitait à retourner en Afrique. Mais lui, il se considérait pas comme dans les gens renvoyés en Afrique, puisque lui était intégré de sa propre perspective. C'est absurde, oui, parce que pour le coup, les autres électeurs de Zemmour ne s'y trompent pas. Ils disent, mais attendez, cet homme est noir. Oui, oui, j'ai vu l'annonce, oui. Donc vous trouvez ça absurde, mais en fait, c'est un phénomène courant. Vraiment, le dernier arrivé ferme la porte. Non mais, vous voulez des choses absurdes? Le territoire de France qui vote le plus en proportion de son nombre d'habitants à l'extrême droite, c'est le territoire le plus musulman de France. C'est Mayotte. L'île de la Réunion, qui est quand même une île sur laquelle il y a l'appel à la prière, la marche sur le feu, des menus à la cantine, a envoyé un député RN à l'Assemblée. En fait, tant que vous comprenez, en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est ce truc de le dernier arrivé ferme la porte. Enfin, l'avant-dernier arrivé ferme la porte. À la Réunion, par exemple, le racisme, c'est pas les Indiens, c'est pas les Chinois, c'est pas les créoles noirs, c'est pas les créoles blancs, c'est pas les oreilles ici quand même, plus les oreilles un peu quand même. Mais c'est les Comoriens et les Mahorais, parce que c'est les derniers à avoir pris le bateau. Si t'es dans les avant-derniers, c'est bon. Si t'es dernier, c'est plus bon. Donc le problème, vous avez des gens à la Réunion, ils sont musulmans, ou hindouistes, créoles,
qui subissent l'inflation en plein dans la gueule, etc., machin, et qui votent Marine Le Pen parce que le problème, c'est les Comoriens. Voilà, le problème, c'est les Mahorais. Le problème, c'est ces gens qui habitent à 3 heures de vol de la Réunion, de l'autre côté de Madagascar, qui sont aussi un autre département français. Qui sont aussi un département français. Voilà. C'est pas aussi beaucoup une histoire d'abstention. Non, mais le vote RN, en fait, même s'il y avait beaucoup d'abstentionnistes, on peut pas juste se réfugier derrière, oui, mais c'est l'abstention. Y a une augmentation significative du vote RN dans les Outre-mer. Ça s'est très bien vu pendant le Covid. Ça s'est très bien vu aux dernières législatives. Et c'est assez alarmant. Et du coup, dans un contexte où même le vote augmente et où l'abstention réduit ponctuellement dans ces territoires-là, ça n'enraye pas la dynamique du RN. En fait, c'est pas juste les gens qui sont pas abstentionnistes votent RN et les gens qui sont abstentionnistes voteraient à gauche s'ils votaient. Ça, c'est une fable qu'on adore se raconter à gauche. On adore se convaincre de ça, de se dire que de toute façon tous les abstentionnistes ils sont de gauche et que si le vote était obligatoire, on gagnerait, c'est sûr. En fait, non. En fait, non. Ce qu'on constate, par exemple, chez les héritiers des Gilets jaunes, c'est qu'en fait, chez ceux qui sont abstentionnistes, ils pouvaient voter 2 tiers voteraient à l'extrême droite, 1 tiers voteraient à gauche. Alors oui, ils voteraient pas Emmanuel Macron. Ça, c'est toujours une certitude. C'est toujours cool, parce qu'ils le détestent. Mais pour 2 tiers d'entre eux, ils choisiraient pas la gauche, ils choisiraient l'extrême droite. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans beaucoup de circonscriptions. En 2024, on en avait parlé, là, moi je vous le fais de mémoire, mais on en avait parlé, il y a plusieurs lives, il y a plusieurs best-of sur la chaîne de best-of où on avait décortiqué les chiffres. Mais la réduction de l'abstention dans un certain nombre de territoires en France, c'est corrélé avec une montée significative de vote de l'extrême droite. Mais après, la Réunion, il faut bien voir que la Réunion, c'est comme la Côte d'Azur. Hein. Je sais pas s'il y a des statistiques communautaires, genre est-ce que les créoles blancs votent plus que les créoles noirs, est-ce que les petits blancs des hauts votent plus que j'en sais rien moi les Tamouls, enfin les gens d'origine tamoule, est-ce que les Arabes votent plus que les oreilles, etc. Là, franchement, j'en ai aucune idée. Ce qu'on sait juste, c'est qu'un des phénomènes de mal, je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'oreilles qui votent mal ou qui votent pas à la Réunion. En l'occurrence, je pense qu'il y a beaucoup de blancs du coup qui ne votent pas parce qu'ils doivent être mal inscrits. La malinscription, ça représente, je crois, entre 1/6 et 1/5 de l'abstention en France, c'est la malinscription. Et en l'occurrence, les oreilles, ça m'étonnerait pas qu'ils soient pour beaucoup mal inscrits. Parce que la malinscription, le premier facteur de malinscription, c'est être un jeune actif loin de son... comment dire, loin de sa commune d'origine. Pour le coup, beaucoup d'oreilles correspondent à cette définition quand même. Genre tous les jeunes kinés, médecins ou je sais pas quoi qui s'installent à la Réunion, je suis pas sûr qu'ils votent à la Réunion dans les 5 ou dans les 10 ans. Peut-être qu'ils sont mal inscrits, j'en sais rien. Faut regarder. Après, il y a des régions où, par exemple, il y a plus de malbars, il y a plus de blancs, etc. Mais bon, euh, je sais pas. De toute façon, les sondages communautaires, je suis pas sûr que ce soit autorisé. Enfin, genre sur un territoire comme la Réunion, je suis pas sûr. Déjà, c'est pas autorisé les déclarations, donc il faudrait faire vraiment une étude de terrain et tout, mais je suis pas sûr que ce soit que ça soit si simple. Et le vote d'extrême droite a vraiment été massif aux législatives 2024 à la Réunion. Hein. Bah, même en métropole, les internes bougent tous les 6 mois. Après, la Réunion, c'est à 10 000 km. Hein. Et après, les oreilles, c'est pas vraiment les internes. Hein. C'est pas vraiment les internes médecine, c'est plus des gens qui s'installent en libéral. Tu payes moins d'URSSAF, c'est les vacances toute l'année, blablabla. Peut-être que le vote électronique est truqué aussi. Le vote électronique en France, ça concerne assez peu de gens. Hein. En vrai, allez, vous allez voir, attendez. Racisme anti-maorais Réunion. Est-ce qu'il y a des sondages là-dessus?
Bah là, par exemple, je tombe sur un article de Révolution Permanente de janvier sur des groupes de miliciens qui se forment à La Réunion pour mener de la répression anti-mahorais sur l'île. À Saint-André. Alors Saint-André, c'est plutôt Malbarland. Hein. Si je dis pas de bêtises, je suis pas réunionnais, ma femme est réunionnaise, elle confirmera. Saint-André, c'est plutôt l'endroit où il y a beaucoup de Malbars. Donc les gens qui habitent à Saint-André sont pas blancs. Hein. Saint-André, quand on y était allé, je crois que c'était quand même beaucoup des Malbars. Donc là, visiblement, peut-être beaucoup de Malbars qui chassent des Mahorais, quoi. Je sais pas. J'en sais rien. Des Malabars. Bah, c'est là-bas d'où ça vient. C'est là d'où vient le mot Malbar, de Malabar. C'est qui les Malbars? Les Malbars, c'est les descendants des Indiens du Sud. À La Réunion. À peu près 30%, ouais, quasiment 30% de Malbars, ouais, 29%. Ouais, bah, c'est pas mal, hein. Parce que en fait, il me semble, les Indiens du Sud, ouais. En fait, la Réunion, les groupes culturels de la Réunion, c'est en gros les oreilles. Les oreilles, c'est les métropolitains qui ne sont pas nés à la Réunion et qui s'installent à la Réunion. Souvent, les oreilles sont des gens qui s'installent plutôt là où il y a du soleil, donc sur la côte ouest, vers les plages, qui ont souvent beaucoup de pouvoir d'achat, qui viennent truster les postes de fonctionnaires, les hauts postes, les médecins, les professions libérales, etc. Il y a les créoles. Les créoles sont les gens qui sont nés sur l'île. Alors créole, ça désigne souvent des descendants d'esclaves africains ou des descendants de colons. Donc du coup, il y a les créoles blancs et il y a les créoles CAF. Les CAF. Les CAF ou les CAFres? Je sais jamais si ils disent les CAF ou les CAF. Je sais qu'il y a un artiste qui s'appelle CAF Malbar. Je sais que les femmes, ils les appellent les CAFrines. Les Renois. Vous avez les Malbars. Les Malbars descendent des Indiens du Sud. Des Indiens, du coup, de la côte des Malabars, donc les Tamouls. Surtout des Indiens qui sont Tamouls. Vous avez les Arabes. Les Arabes, ça désigne les musulmans. Les musulmans sont souvent les Indiens du Nord, c'est-à-dire en gros ce qui correspond aujourd'hui au Pakistan ou une partie de l'Inde du Nord, avant du 19e siècle, hein, donc avant la partition de l'Inde. Vous avez les Sinois, qui sont les gens qui viennent d'Asie du Sud-Est ou alors des Chinois du Canton. Qui est-ce que j'oublie? Non, les Békés, c'est dans les Antilles. Il n'y a pas de Békés, ils parlent pas de Békés à La Réunion. Et qui est-ce que j'oublie? J'oublie personne? C'est déjà pas mal. Et les Mahorais maintenant. J'ai une mouche qui vient me faire chier là, putain. Et du coup, les Mahorais / Comoriens, sachant que les deux ne sont pas toujours distingués. Les Comoriens viennent des Comores, les Mahorais viennent de Mayotte. Mayotte est une île de l'archipel des Comores, qui est département depuis 2011. Ils ne sont pas toujours très bien distingués. Voilà. Il n'y a pas genre les gros blancs. Les Yab, c'est les créoles blancs de l'intérieur des terres. Les Yab, c'est un mot qui peut être considéré comme péjoratif. Mais les Yab, oui, c'est les petits blancs des hauts. Il n'y a pas de natif. Non, il n'y a pas de natif à La Réunion. Donc les Yab, c'est une partie des créoles blancs. C'est pas tous les créoles blancs, c'est une partie des créoles blancs. Moi, je sais que mon beau-frère, du coup, est un créole blanc. Mais c'est pas un Yab. C'est un créole blanc aussi. Parce qu'il y a aussi des créoles blancs à La Réunion. Après, c'est particulier parce que ma femme est une zoréole. Alors, zoréole, c'est en gros des gens qui sont ni oreilles ni créoles, des gens qui sont entre les deux. C'est-à-dire ces gens qui sont nés à La Réunion,
mais dont une partie ou tous les ascendants ne sont pas nés à La Réunion. Bref, tout ça pour dire que à La Réunion, bah, vous avez un vote d'extrême. En fait, vous avez une gauche. Pareil, moi, les gens de gauche que j'ai rencontrés à La Réunion, c'est des gens qui sont plutôt réactionnaires quand même, des gens qui sont plutôt réac. Les gens sont aussi plus croyants, les gens sont aussi souvent très très croyants. Ça aide pas. Et et donc il y a un vote d'extrême droite super important à La Réunion. Enfin, aujourd'hui et de plus en plus en fait. Et c'est des gens qui vont voter pour foutre dehors les Comoriens ou les Mahorais. Mais moi, j'ai pris l'avion avec un gros blanc, pour le coup, qui a fait que de me parler. Il était bourré, c'était insupportable. Il me disait qu'on pouvait plus faire. Et que, en fait, les gros blancs, il y en a une partie qui décide de quitter l'île de La Réunion. Parce qu'en France, on paye tout pour que les Mahorais nous volent, pillent tout, c'est n'importe quoi, machin. Et lui, il disait que son plan, c'était de tout vendre, de banquer et de se barrer à l'île Maurice parce qu'au moins là-bas, il n'y avait pas d'impôt sur l'héritage, on te faisait pas chier, il n'y avait pas de sécu, il n'y avait pas de machin. Savoir que, petit détail, l'île Maurice est un pays étranger, une ancienne colonie anglaise, mais en fait, à la base, c'était une colonie française. Il se trouve que le créole mauricien et le créole réunionnais sont deux créoles très proches et les Mauriciens et les Réunionnais se comprennent en créole. Il reste le vote de la diaspora. Mais justement, à l'époque des législatives, c'est un message qu'on voyait sur des groupes qui disait, ma femme m'en parlait souvent il y a des gamins qui disaient à leurs parents, mais d'où vous votez à l'extrême droite, là-bas à La Réunion, alors que moi, là, je suis en métropole, moi, je suis métisse, ou je suis noir, et moi, je me fais emmerder en métropole parce que je suis métisse ou parce que je suis noir, notamment parce que l'extrême droite fait un gros score. Et vous, à La Réunion, vous votez à l'extrême droite pour virer 3 Mahorais, mais en fait, vous pensez pas à moi, qui suis votre gamin, qui suis actuellement en métropole et qui subit le racisme, en fait. Et il y avait toute une discussion là-dessus, parce qu'effectivement, la plupart des jeunes de La Réunion vont faire leurs études en métropole. Mais oui, mais parce qu'en fait, de ta perspective, quand tu votes à l'extrême droite, ça c'est pour régler un problème local. Parce que tu es sensibilisé à un discours local qui correspond pas du tout à la réalité de la politique nationale. De toute façon, c'est simple. L'extrême droite a fait dans la première circo 25,5%. Attends, c'est quoi, non? Non, ça c'était aux européennes, pardon. Poulala, ça c'était aux européennes. Pardon, c'était aux européennes. Alors, dans la première circo, le RN a fait... je vous donne les scores premier tour. 27%. Deuxième circo, 21%. Ça, c'est la circo où Karine Lebon a été élue. Donc, ça, c'est la deuxième circo, ça. C'est la circo de Saint-Denis. Troisième circo, le RN a fait 31% au premier tour et donc, du coup, ils ont gagné au second tour. Ça, c'est la circo de... Ça doit correspondre à quoi? Ça doit être quoi? Le Tampon ou Saint-Pierre, non? Ouais, c'est canton du Tampon, c'est du Tampon Saint-Louis entre deux. Donc c'est le seul... D'ailleurs, c'est le seul canton dans les terres. D'ailleurs. Donc c'était un duel RN-NFP, mais c'est le RN qui a gagné. Dans la quatrième circo, le RN a fait 27% et c'est donc du coup
C'est un parti autonomiste dissident du PS qui a gagné. 5e circo, le RN a fait 30%, et il a fait 46% au second tour. Donc ils ont failli passer voilà, face à la France Insoumise. Donc le duel France Insoumise RN, il est passé juste dans la 5e circo. La 5e circo, pour le coup, c'est une circo de l'Est. Hein. Ça prend quasiment tout l'Est. Qui est pas là où vous trouvez le plus de blancs. Hein. Au passage, parce que visiblement, vous allez avoir de corréler. Pour ça, pour connaître le fait que être blanc et extrême droite, c'est pas nécessairement corrélé dans les Antilles, en fait. Ou à La Réunion. Ou à Mayotte. Je connais pas la situation en Nouvelle-Calédonie, mais on pourrait regarder la Guadeloupe après, je suis sûr qu'on trouve la même chose. Le RN a fait 27% au premier tour dans la 6e circo et 41% au second tour. En fait, dans le RN, ils ont gagné qu'une circo, mais ils étaient à pas loin d'en gagner 3 quand même. Hein. À La Réunion. Et donc là, la 6e circo, c'est la circo qui doit être la circo de Saint-André. Ouais, c'est Saint-André. Saint-André, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne. Le RN, ils sont pas passés loin d'être... Ils sont pas passés super loin. Donc c'est la fameuse circo où il y a les ratonnades anti-maorais. Et 7e circo, le RN a fait 27 et au second tour a fait 43. Voilà. La 7e circo, pour le coup, c'est la circo qui doit correspondre à... c'est quoi, Saint-Gilles, Saint-Leu? Ouais, Étang-Salé, Saint-Leu. 3 bassins. Saint-Paul aussi. Donc voilà, je vous ai fait les 7 circos. Dans les 7 circos, quand même, c'est un duel gauche-extrême droite. En fait, non, attends, je suis un ouf. Dans toutes les circos. Dans toutes les circos. Dans toutes les circos de la Réunion, ça a été un duel gauche NFP extrême droite. Je vérifie. Toutes. Voilà. Là, on n'est plus sur des questions d'abstention ou pas abstention. Mais pareil, il y avait un candidat Reconquête. Il y avait un candidat Reconquête, faut que je le retrouve. Est-ce que c'était lui? Putain. J'en peux plus de comment ça marche. Est-ce que c'était lui? Candidat Reconquête. Attends, est-ce que c'est... Ouais. Candidat Reconquête Réunion. Parce que vous avez l'air de penser que... Ça, par exemple, je vous le mets en... Ah merde, attendez. Je peux pas vous le mettre là parce que du coup... C'est mon navigateur, si. Ça, c'était le candidat Reconquête de la 2e circonscription de la Réunion. Avec des gens qui font de la politique depuis X années, qui ne règlent pas les problèmes. Vous-même, vous êtes intervenu. Nous sommes dans une crise de logement, nous n'avons plus de travail, mais ceux qui arrivent de l'extérieur ont un grand boulevard pour avoir les logements et le travail. Ah. Il faut la priorité régionale. Nous ne pouvons plus gérer toutes ces personnes qui arrivent, qui ne vivent pas comme nous, qui nous dérangent dans toute notre vie aujourd'hui et qui sont prioritaires. Donc c'est le même discours que vous avez en métropole, sauf que là, ça cible les Mahorais. Vous devez aller voter. Si vous ne votez pas, nous allons parler pour rien. Votez Reconquête parce que Éric Zemmour, il a compris ça depuis bien avant. Et moi, depuis 1998, j'ai compris que la Réunion allait très très mal. Et il faut absolument... Donc voilà, enfin bref. On peut se cacher derrière les oui, mais l'abstention, mais machin, mais en fait, En fait, il faut vraiment que dans votre tête, et c'est vraiment, je suis désolé, on a pris une demi-heure pour faire ça, mais je réitère,
Il faut que vous arrêtiez dans votre tête d'associer, et notamment dans les territoires d'outre-mer, de extrême droite égale blanc égale raciste, c'est-à-dire ça va cibler les noirs ou les arabes, ou les noirs, ou j'en sais rien, ou les métis, ou je sais pas quoi. Non, ça cible d'autres gens. Vous inquiétez pas, ils trouvent des gens à cibler en fait. Et vous avez des candidats comme celui-ci, qui clairement, cette personne visiblement est métisse, ou alors d'ascendance, ou c'est un malbar, il a un nom qui fait malbar, il s'appelle Moutoua Lagouin. Ça fait un nom qui a l'air d'être plutôt malbar, parce que les malbars, ils ont des noms de 15 km de long. C'est un malbar, donc ses ancêtres sont arrivés dans une qualité de semi-esclavage, et aujourd'hui, il nous explique que le grand remplacement, Éric Zemmour a raison, il faut virer tous les gens qui vivent pas comme nous. Bah oui, c'est ça aussi, en fait. De quel Z il parle et de quel boulevard il parle. En fait, le discours, c'est tout le discours que l'extrême droite a sur les Arabes en France. Bah lui, c'est le discours qu'il a sur les Mahorais à La Réunion. Les Mahorais, ils peuvent plus vivre, ils peuvent plus se loger, alors que pendant ce temps-là, enfin, ouais, c'est ce que j'ai dit, oui. Les Réunionnais peuvent plus se loger, et pendant ce temps-là, les Mahorais, on leur donne nos maisons, quasiment, hein. Et ce qui est fou, hein, c'est que les Mahorais, ils habitent un département français. Et c'est le discours des Mahorais sur les Comoriens, mais bien sûr. Et voilà. Ouais, ça, il a vraiment, en tout cas, on dirait vraiment un malbar. Oui, je pense à un malbar. Tu as 974 dans ton nom, voilà. Et moi, c'est vraiment ce truc. Moi, s'il y a... Bon, après, voilà, c'est parce que j'ai une partie maintenant... toute ma belle famille est réunionnaise. Donc, ma belle famille est réunionnaise, forcément, c'est des sujets dont j'entends parler et dont je parle. Et moi, je parle politique avec des gens de la Réunion, du coup, des gens qui vivent à la Réunion, régulièrement. Et moi, c'est vraiment... Je pense que la gauche aussi, des fois, elle est déconnectée. La gauche de métropole, hein. Elle est déconnectée de comment elle perçoit l'électorat qu'il y a à gagner et l'électorat qu'elle considère comme acquis dans les territoires d'outre-mer. Ça, c'est une des plus grosses erreurs. Et c'est quelque part, pour le coup, vraiment une forme d'essentialisation des territoires d'outre-mer. En se disant, ces gens-là, globalement, tendanciellement, ils sont plutôt de couleur, ils vivent plutôt mal, c'est notre électorat, ils votent pour nous, ils sont garantis, c'est gagné. Mais en fait, non. En fait, non. Loin de là. Loin, loin, loin de là. Et peut-être même de moins en moins, d'ailleurs. C'est l'une des choses, hein, sur lesquelles j'ai quand même très envie d'insister, quoi. Si tu veux que j'épluche des patates, tu peux me les emmener, je les épluche.